Je m'appelle Sophie Laurent, et j'ai 33 ans. Je travaille comme analyste principal en conformité financière, à Paris. Cela signifie que je passe mes journées à traquer de petites incohérences, celles que les gens espèrent voir passer inaperçues. Je n'aurais jamais imaginé que la plus importante d'entre elles me serait remise par mon propre père. Il est entré dans mon appartement, un lundi soir, a jeté une facture imprimée sur le comptoir de ma cuisine, et a tapoté le total du bout du doigt. 20 000 €. Ton frère a besoin de payer ses frais de scolarité, sa chambre universitaire, un ordinateur portable, et ses repas, a-t-il déclaré. Tu es l'aîné. C'est ton devoir de payer. J'ai regardé la feuille, puis je l'ai regardé, lui. Il n'y avait aucune prière dans sa voix, juste un ordre, déguisé en obligation familiale. J'avais déjà aidé mes parents pour des assurances, des réparations, et bien plus d'urgences temporaires que je ne pourrais en compter. Mais cette fois, j'ai repoussé le papier. Trouve quelqu'un d'autre. Son visage s'est crispé. Il m'a averti que les choix égoïstes avaient des conséquences, puis il est parti, sans même dire au revoir. 3 jours plus tard, je suis passée chez mes parents, pour rapporter un carton de décoration de fête. Avant même d'atteindre le salon, j'ai entendu mon père parler, derrière la porte entr'ouverte de la salle à manger. Détends-toi. Nous la coincerons au dîner de Noël. Ma mère a ri. Elle n'osera pas dire non, devant tout le monde. Ensuite, mon petit frère a prononcé quelque chose, qui a transformé chaque chiffre de cette facture en un véritable piège, et non en une simple dépense. Je me suis éloignée, avant qu'il ne me voie. Il pensait que la magie de Noël me rendrait plus facile à manipuler. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais passé toute ma carrière à suivre la trace de l'argent, à documenter des mensonges, et à attendre que les gens s'engagent, dans leur propre version de la vérité. Le 25 décembre, ils ont posé cette facture devant toute la famille, et leur plan s'est effondré, bien avant le dessert. Avant de vous montrer comment leur piège de Noël est tombé à l'eau, dites-moi, quelle heure est-il chez vous? D'où regardez-vous cette vidéo? Et quel temps fait-il, là-bas? Est-ce que cela correspond à votre humeur du jour? Je suis curieuse de voir jusqu'où mon histoire va voyager. Mon père s'appelait David. Ma mère s'appelait Nina, et mon petit frère, Lucas. Dans notre famille, David faisait des déclarations formelles. Nina les adoucissait, en jouant sur la culpabilité, et Lucas attendait le résultat. J'avais passé des années à faire semblant, à croire que ce fonctionnement était simplement, à l'ancienne. Debout dans le couloir, avec l'écho de leur complot de Noël résonnant encore derrière la porte, j'ai enfin admis ce que c'était réellement. Un système. Il m'avait assigné le rôle de la fille sur qui l'on peut compter, car les personnes fiables sont toujours plus faciles à facturer. Je ne les ai pas affrontées, ce soir-là. La colère me poussait à enfoncer la porte, pour exposer ce que je venais d'entendre, mais mes instincts professionnels ont été plus forts. Les gens qui s'attendent à une réaction émotionnelle sont rarement préparés à un audit. Je suis rentrée chez moi, j'ai placé la facture de 20 000 € sous la lampe de mon bureau, et je l'ai étudiée, comme si elle provenait d'un client. Le logo de l'école était légèrement flou. La ligne concernant les frais de scolarité utilisait une police d'écriture différente de celle du logement. Le document mentionnait une formule de repas premium, que le site public de l'université ne proposait même pas. De plus, les frais pour l'ordinateur portable s'élevaient à environ 3 000 €, sans aucune mention du vendeur, du modèle, ou des taxes. Tout en bas, une phrase indiquait que le paiement était exigé, avant Noël. Et ce, même si le calendrier académique affichait la prochaine date limite de paiement, en janvier. Aucun de ces détails, pris isolément, ne prouvait la fraude, mais mis ensemble, il m'indiquait que le document avait été fabriqué de toutes pièces, pour créer un sentiment d'urgence. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien, mon cousin, et l'un des amis les plus proches de Lucas. Julien avait aidé Lucas à emménager sur le campus, et avait mentionné, quelques mois plus tôt, que Lucas avait reçu une bourse d'excellence. J'ai posé une question très précise. Est-ce que Lucas t'a déjà montré son vrai compte étudiant? Julien est resté silencieux. Pourquoi?
Papa m'a donné une facture de 20 000 euros, et m'a ordonné de la payer. Il a soufflé lentement. Sophie. Lucas m'a dit que le solde restant était d'environ 6 000 euros. Ce chiffre correspondait à l'estimation publique des frais de scolarité, après déduction de la bourse, s'est rappelé Julien. Je lui ai demandé s'il en avait la preuve. Julien a hésité, non pas parce qu'il voulait protéger un mensonge, mais parce qu'il était fatigué d'être mêlé aux problèmes de Lucas. Finalement, il m'a transféré une capture d'écran que Lucas lui avait envoyée, alors qu'il se plaignait de ses finances. Le portail étudiant affichait un solde de 6 240 euros. Il montrait également une bourse d'excellence, ainsi qu'un paiement provenant de quelque chose appelé « fonds d'études de la famille Laurent ». Le nom de ce fonds m'a glacé sur place. Notre grand-mère avait créé ce compte, il y a des années, pour aider ses petits-enfants à payer leurs études. Lorsque j'étais à l'université, mon père m'avait affirmé que le fonds était trop petit pour m'aider, et que le conserver pour les urgences était le choix le plus responsable. J'avais travaillé de nuit, contracté des prêts, et obtenu mon diplôme, en pensant avoir protégé ma famille de la précarité. Si le fonds payait désormais les dépenses de Lucas, pourquoi me demandait-on 20 000 euros? J'ai appelé tante Martine, la sœur aînée de mon père, et la seule parente qui avait jamais osé le défier, sans s'excuser par la suite. Elle était co-gestionnaire du fonds, bien que David s'occupait des relevés réguliers. Martine, sais-tu combien le fonds a payé pour l'école de Lucas ce semestre? Son silence était différent de celui de Julien. C'était le silence de quelqu'un qui ouvre un tiroir verrouillé, dans son esprit. Ça aurait dû couvrir 12 000 euros, a-t-elle répondu. David m'a dit que le virement avait été effectué, en août. La capture d'écran de Julien montre bien un virement, mais Lucas doit encore 6 000 euros. Papa m'en réclame 20. Ça n'a aucun sens. Peux-tu m'envoyer le dernier relevé du fonds? Je vais le demander à la banque, a-t-elle dit. Mais Sophie, n'accuse personne, tant que nous ne savons pas où est passé l'argent. J'ai accepté. Après l'appel, j'ai examiné la facture à nouveau, et j'ai remarqué un léger cadre gris, derrière le total. Quelqu'un avait collé le chiffre, par-dessus un montant original. Quand j'ai agrandi l'image numérisée, le bord ainsi était visible, juste sous le 2. Ce soir-là, Lucas m'a appelé. Son ton était enjoué, presque répété à l'avance. Papa m'a dit que tu étais stressé, à cause du paiement de l'école. Je comprends. 20 000 balles, ça paraît énorme, mais ça enlèverait vraiment une grosse pression, à tout le monde. Envoie-moi la facture officielle, depuis ton portail étudiant. Je ne peux pas y accéder, en ce moment. Tu as pourtant envoyé une capture d'écran à Julien, hier. Sa bonne humeur s'est volatilisée. Pourquoi tu parles de moi à Julien? Parce que les chiffres ne correspondent pas. Il m'a accusé de le traiter comme un criminel. Je lui ai répondu que je traitais simplement la facture, comme un document. Ensuite, j'ai posé une seule question. À quoi servent les 13 760 euros supplémentaires? Il n'a pas répondu. À la place, il a lancé « Noël était censé être une fête de famille » et il a raccroché. À la fin de cette journée, j'avais compris deux choses. Lucas savait que la facture était fausse, et mes parents s'attendaient à ce que la table du dîner accomplisse ce que le document ne pouvait pas faire. Ils croyaient que la présence de témoins me rendrait obéissante. J'ai alors décidé que les témoins rendraient au contraire la vérité impossible à enterrer. 2 jours plus tard, tante Martine m'a appelé, alors que je quittais le travail. Elle avait reçu un résumé des transactions, et non le relevé complet, mais ce qu'il montrait était bien pire qu'une simple facture gonflée. Le fonds d'études avait bien transféré 12 000 euros pour Lucas en août, exactement comme elle s'y attendait. Mais 6 semaines plus tard, David avait autorisé 2 retraits, marqués comme « remboursement de frais de scolarité ». L'un était de 8 500 euros. L'autre, de 7 200 euros. Aucun de ces paiements n'était allé à l'université. Ton père a dit qu'il remboursait des frais, qu'il avait déjà avancés, m'a expliqué Martine. Je lui ai fait confiance,
parce qu'il était le gestionnaire actif. A-t-il fourni des reçus? Non, je ne les lui ai pas demandés. Sa voix était chargée de honte, mais la responsabilité ne lui incombait pas à elle seule. David avait bâti son autorité sur le principe que le remettre en question était un manque de respect. Même Martine, la personne la plus forte de la famille, avait appris à choisir la paix, jusqu'à ce que la paix devienne hors de prix. Je lui ai demandé de ne pas encore mentionner notre conversation. Avant d'exposer quoi que ce soit publiquement, je voulais donner à mon père une occasion en privé de corriger le tir. Non pas parce qu'il méritait d'être protégé, mais parce que j'avais besoin de savoir s'il choisirait l'honnêteté, quand aucun public ne l'y forçait. Je suis allée chez mes parents, ce samedi après-midi. David était dans le garage, en train de lustrer le capot d'un SUV, récemment acheté. Il avait dit à tout le monde que ce véhicule était nécessaire, car l'ancien commençait à manquer de fiabilité. Le certificat d'immatriculation provisoire était encore scotché à l'intérieur du pare-brise. Nous devons parler de la facture de Lucas, ai-je dit. Il a continué à lustrer. Je croyais que nous avions réglé ça. Tu m'as ordonné de la payer. Ce n'est pas un règlement. Il a lâché son chiffon, sur l'établi. Tu transformes toujours les affaires de famille, en négociations. Et toi, tu transformes toujours tes décisions, en obligations pour moi. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai posé une copie du véritable solde de Lucas, sur le capot entre nous. Il doit 6 240 €. Le fonds a déjà payé 12 000 €. D'où vient le reste de ta demande de 20 000 €? Pendant une fraction de seconde, ses yeux se sont dirigés vers le SUV. Ce regard a répondu, bien plus que ses mots. Il a prétexté que les coûts universitaires changeaient constamment. Il a dit que Lucas avait besoin d'un coussin financier. Il a ajouté qu'une bonne sœur se soucierait de réduire le stress de son frère, au lieu de le soumettre à un interrogatoire. Quand rien de tout cela n'a fonctionné, il a sorti la plus vieille arme de notre famille. Après tout ce que ta mère et moi avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. Cette phrase m'a ramené, 17 ans en arrière. J'avais 16 ans, debout dans ce même garage, tenant une enveloppe d'un concours académique régional. J'avais gagné 1 500 €. David m'avait félicité, puis m'avait expliqué que Lucas avait besoin d'un nouvel équipement, pour un programme sportif d'été. Il avait appelé cela un prêt familial temporaire. J'avais remis le chèque. Personne n'a jamais reparlé de me rembourser. 1 an plus tard, quand j'ai eu besoin de payer mes frais d'inscription à l'université, j'ai enchaîné les heures supplémentaires dans un supermarché, pendant que mes parents racontaient aux proches que j'étais indépendante de nature. Ce souvenir m'avait autrefois rendue fière. Désormais, il ressemblait à la première ligne d'un registre de dettes que j'avais refusé de calculer. Tu ne m'as pas élevé, dans le seul but que je devienne votre compte d'urgence, ai-je dit. David s'est approché. Fais attention, Sophie. Le succès t'a rendue arrogante. Non, le succès m'a rendue capable de reconnaître une fausse facture. Son expression a changé. Il s'attendait à de la résistance, mais pas à des preuves. J'ai baissé la voix, et je lui ai donné la chance que j'étais venue lui offrir. Dis-moi la vérité, maintenant. Annule l'embuscade de Noël. Explique-moi où est passé l'argent du fonds, et je laisserai la famille gérer ça, en privé. Il m'a fixé pendant plusieurs secondes, puis a souri sans la moindre chaleur. Il n'y a aucune embuscade. Tu t'inventes des ennemis, parce que tu ne supportes pas qu'on te demande de contribuer. La porte du garage s'est ouverte derrière moi. Lucas est entré, portant des sacs de course, d'un magasin d'électronique. Il s'est arrêté net, quand il a vu son vrai relevé de compte, sur le SUV. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. À toi de me le dire, ai-je répondu. Pourquoi papa a-t-il besoin de 20 000 €, quand ton solde est de 6 000? Lucas a regardé David, avant de répondre. Ce regard instinctif a confirmé leur complicité. Le reste, c'est pour le semestre prochain, a-t-il lancé.
Le document indique que ce sont les frais de scolarité actuels, la chambre, l'ordinateur et les repas. Alors papa l'a mal rédigé. David a immédiatement saisi la porte de sortie, que Lucas lui offrait. Exactement. C'était une estimation. Tu provoques un scandale, pour une simple question de formulation. J'ai pointé du doigt les sacs de course. Est-ce que l'ordinateur portable à 3000 € est là-dedans? Lucas a caché les sacs, derrière sa jambe. Ça ne te regarde pas. C'est devenu mes affaires, quand tu l'as mis sur ma facture. Ma mère est apparue sur le pas de la porte, et m'a demandé pourquoi je gâchais le week-end. Elle n'a pas demandé si la facture était vraie. Elle a demandé pourquoi je refusais de laisser tomber. Cette nuance a effacé mon tout dernier doute, quant à son implication. J'ai ramassé les papiers. Vous avez jusqu'au matin de Noël, pour dire la vérité à la famille vous-même. David a ri. Et si nous ne le faisons pas? Alors, je m'en chargerai. Il m'a répondu que personne ne croirait que j'avais été maltraitée, après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je suis passée devant lui, sans me disputer. Au bout de l'allée, Lucas a appelé mon nom, et m'a mise en garde de ne pas l'humilier, devant la famille. Je me suis retournée. Tu n'as pas peur d'être humilié. Tu as peur d'être décrit avec exactitude. Pour la première fois, aucun des deux n'a eu de réponse. La semaine précédant Noël, le groupe de discussion de ma famille s'est transformé en véritable campagne politique. Ma mère a posté de vieilles photos, et a écrit à quel point elle était reconnaissante, que ses enfants se soutiennent toujours mutuellement. David a partagé un article sur les adultes accomplis, qui aident leurs proches à payer leurs études. Lucas a ajouté un message, expliquant qu'il était terrifié à l'idée que des problèmes financiers détruisent son avenir. Aucun d'eux n'a mentionné mon nom, mais chaque phrase était dirigée vers moi. Les proches ont répondu avec des cœurs, des prières, et des messages d'encouragement. Puis, oncle Paul a écrit, « Lucas a bien de la chance d'avoir une grande sœur, qui peut l'aider. » Ma mère a réagi avec un cœur, avant même que je n'ai eu le temps de lire le message 2 fois. C'était leur stratégie en miniature. Annoncer ma générosité avant même que je n'ai accepté, puis faire passer mon refus, pour une trahison. Je ne me suis pas défendue, dans la discussion. À la place, j'ai sauvegardé des captures d'écran, et j'ai envoyé un seul message, « J'ai hâte que nous discutions ensemble, de la situation financière complète, à Noël. » La conversation s'est arrêtée, pendant 3 heures. Tante Martine a obtenu les relevés complets du fonds, 2 jours plus tard. Nous les avons examinés dans mon appartement, avec Camille, une amie du bureau, spécialisée dans les enquêtes internes. Camille n'était pas le genre d'amie à me donner raison, simplement parce que j'étais blessée. Elle remettait en question les hypothèses, séparait les faits des émotions, et demandait ce que chaque élément de preuve démontrait réellement. Les documents montraient que le fonds avait commencé l'année, avec 39 600 €. 12 000 € étaient allés, en toute légitimité, à l'université de Lucas. Les 2 retraits ultérieurs, totalisant 15 700 €, avaient été versés sur un compte joint, détenu par mes parents. À partir de là, 9 400 € avaient été payés, au concessionnaire automobile. Encore 4 800 € étaient allés à un entrepreneur, pour rénover leur cuisine. Le montant restant avait été transféré à Lucas. Lucas en avait utilisé une partie, pour payer la caution d'un appartement hors campus, dont il n'avait pas besoin, puisque son contrat en résidence universitaire couvrait déjà toute l'année. Il avait également acheté un ordinateur haut de gamme, non pas pour ses cours obligatoires, mais pour une configuration de jeux vidéo et de création de contenu, dont il s'était vanté sur Internet. L'argent manquant du fonds, expliquait la fausse facture. David voulait que je rembourse ce qu'il avait détourné, avant que Martine ne termine la comptabilité annuelle. Si je payais 20 000 €, il pourrait couvrir le vrai solde de Lucas, renflouer la majeure partie du fonds, et préserver l'apparence, que rien de répréhensible ne s'était produit. Le nouveau SUV de mes parents et leur cuisine resterait intact. Lucas garderait son appartement et son matériel. Moi, j'absorberais le coût, et je serais loué pour mon aide.
Camille a trié les documents par date. Tu dois définir ton objectif, a-t-elle dit. Veux-tu des excuses, un remboursement, prendre tes distances, ou une dénonciation publique? Les 4, ai-je répondu, avant de me corriger. Non, je veux que la vérité soit documentée. Les conséquences en découleront. Cette distinction était capitale. Une vengeance dictée uniquement par la colère pouvait être rejetée et qualifiée de cruauté. Mais une responsabilisation, soutenue par des preuves, était beaucoup plus difficile à fuir. Martine voulait affronter David immédiatement, mais je lui ai rappelé son plan. Il avait choisi Noël, parce qu'il pensait que le public familial lui était acquis. Si nous parlions trop tôt, il réécrirait l'histoire, prétendrait à un malentendu, et dirait à tout le monde que je l'avais attaqué pour une simple erreur comptable privée. Nous avons convenu de le laisser présenter sa demande en premier. J'ai préparé 3 dossiers. Le premier contenait le véritable solde étudiant de Lucas, les informations sur sa bourse, et la facture falsifiée. Le deuxième contenait les relevés du fonds, les virements bancaires, et les reçus liés au SUV, aux rénovations, et à l'appartement. Le troisième contenait une lettre mettant fin à tout paiement volontaire que je faisais pour le compte de mes parents. Depuis près de 4 ans, je payais leurs cotisations de mutuelle et leurs impôts fonciers, chaque fois que David prétendait que la trésorerie était serrée. Le total s'élevait en moyenne à 1 150 € par mois. Je n'avais jamais appelé cela une « pension », car mes parents préféraient le mot « aide », comme si ces paiements apparaissaient par magie de temps à autre, au lieu d'arriver à date fixe. J'ai annulé les prochains virements, et j'ai imprimé la confirmation. J'ai également préparé des limites écrites. Je ne financerai pas les études de Lucas, je ne remplacerai pas l'argent retiré du fonds, je ne serai pas garante pour des prêts, et je ne répondrai à aucune demande financière, transmise par des proches. Tout futur contact avec mes parents dépendrait d'un remboursement intégral et d'une reconnaissance directe de ce qu'ils avaient fait. La veille de Noël, Lucas a rappelé. « Tu vas vraiment obliger papa à supplier ?» a-t-il demandé. J'ai demandé la vérité. Il a beaucoup de pression. Moi aussi. Tu as les moyens de payer 20 000. Ça ne veut pas dire que cet argent est à toi. Sa voix est devenue coupante. Tu te soucies plus d'avoir raison que de cette famille. J'ai regardé les 3 dossiers posés sur ma table. Non, Lucas. Je me soucie suffisamment de cette famille pour arrêter de financer ces mensonges. Il m'a dit que je regretterais d'arriver au dîner de Noël avec cette attitude. Après avoir raccroché, ma mère m'a envoyé un message disant que mon père prévoyait de faire une annonce familiale spéciale avant le dessert. Elle a ajouté, « S'il te plaît, ne fais pas de scandale. » J'ai répondu, « Je n'en ferai pas. J'apporterai juste les dossiers pour la scène que vous avez déjà planifiée. » Le matin de Noël est arrivé sans confession, sans annulation de dîner, et sans excuse. À 16 h, j'ai glissé les dossiers dans mon sac, et j'ai conduit jusqu'à la maison, où j'avais passé la majeure partie de ma vie, à essayer de mériter une place, qui aurait déjà dû être la mienne. Cette fois-ci, je n'y allais pas pour être accepté. J'y allais pour clôturer les comptes. À mon arrivée, 11 membres de la famille étaient déjà réunis dans le salon. Des manteaux recouvraient le lit d'amis, de la musique jouait sur une enceinte près du sapin, et la table de la salle à manger avait été dressée, comme si une belle présentation pouvait garantir l'harmonie. David m'a accueilli à la porte avec une étreinte, qui a duré juste assez longtemps, pour paraître affectueuse de l'autre bout de la pièce. « La voilà », a-t-il annoncé. « Notre fille a succès. » Le mot « succès » sonnait moins comme un compliment que comme une estimation de mes fonds disponibles. Nina m'a embrassé sur la joue et a chuchoté, « N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la fête de la famille. » Lucas a évité mon regard. Il portait une nouvelle montre, et parlait fort de ses projets, pour le semestre à venir. Tante Martine était assise près de la fenêtre, calme et indéchiffrable. Camille n'était pas présente. Nous avions convenu que les preuves n'avaient besoin d'aucun avocat extérieur. Les documents parleraient d'eux-mêmes, et Martine pourrait attester de la situation du fonds.
Le dîner a commencé normalement. David a découpé le rôti. Nina a demandé à chacun de partager une chose pour laquelle ils étaient reconnaissants. Et Lucas a décrit l'université comme le plus grand défi de sa vie. Quand mon tour est venu, j'ai dit que j'étais reconnaissante pour les comptes transparents et les secondes chances. Martine a baissé son verre pour cacher un léger sourire. Après le plat principal, David a tapoté sa cuillère contre son verre. Je veux parler de quelque chose d'important, a-t-il déclaré. Lucas a travaillé incroyablement dur, mais les études coûtent cher. En tant que parents, Nina et moi avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Maintenant, il est temps pour la nouvelle génération de porter les responsabilités familiales. Il a glissé la main sous sa chaise et a posé la facture falsifiée sur la table, juste devant moi. Sophie a été bénie avec une belle carrière, a-t-il continué. Nous lui demandons de payer 20 000 € pour les frais de scolarité, la chambre, l'ordinateur et les repas de son frère. Personne n'a parlé dans l'immédiat. Ce silence, c'était exactement ce qu'il voulait. Tous les visages se sont tournés vers moi, et sa demande s'est transformée en une représentation théâtrale de générosité, que l'on s'attendait à ce que j'achève. Oncle Paul a hoché la tête. C'est une grosse somme, mais la famille doit s'entraider. Ma mère s'est penchée vers moi. Tu n'as pas besoin de décider à la seconde, ma chérie. Dis juste à tout le monde que tu vas t'en occuper, et nous réglerons les détails plus tard. C'était là, le piège qu'ils avaient préparé. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette. Avant de répondre, j'aimerais que Lucas confirme le montant. Lucas s'est balancé sur sa chaise. C'est environ 20 000. Environ. Les frais universitaires changent. Quel est le solde exact sur ton compte étudiant? David m'a interrompu. Ce n'est pas un interrogatoire. C'est une demande de 20 000 €. Demander des chiffres exacts est tout à fait raisonnable. Lucas a regardé autour de la table, cherchant un peu de compassion. Environ 6 000 pour le moment, mais il y aura d'autres frais plus tard. J'ai sorti le premier dossier de mon sac, et j'ai fait glisser une copie de son relevé de compte, vers le centre de la table. Le solde est de 6 240 €. Ta bourse d'excellence a déjà été déduite. Ta chambre et tes repas sont déjà inclus. Tu as également reçu 12 000 € du fonds d'études de la famille. Oncle Paul a pris la feuille. La main de ma mère s'est figée autour de son verre. David s'est vite repris. Les 20 000 incluent le semestre prochain, ainsi que les urgences. J'ai placé la facture falsifiée à côté du document authentique. Alors pourquoi ce document décrit-il la somme comme étant les frais de scolarité actuels, la chambre, l'ordinateur et les repas? Pourquoi le total de 6 000 €? A-t-il été recouvert par un total de 20 000 €? Et pourquoi prétend-il que le paiement est dû avant Noël, alors que la date limite de l'université est en janvier? Le visage de Lucas a rougi. Ce n'est pas moi qui ai fait ce document. Tous les regards se sont tournés vers David. Il a eu un petit rire forcé. J'ai créé une estimation familiale. Ce n'est pas un crime. Je n'ai pas dit que c'était un crime. J'ai dit que c'était faux. Nina est intervenue. Sophie, ton père a peut-être mal mis en page le document, mais son intention était de protéger Lucas. Es-tu obligé de l'humilier, pour un simple tableau Excel? Je lui ai donné une occasion en privé, de s'expliquer. Il a choisi de le faire, à cette table. Tante Martine a pris la parole pour la première fois. David, où est le reste du fonds d'études? L'atmosphère de la pièce a changé du tout au tout. Jusque-là, plusieurs proches avaient traité ce conflit comme une simple dispute entre frères et sœurs. La question de Martine exposait une deuxième couche du problème, et David le savait pertinemment. Le fonds va très bien, a-t-il affirmé. Alors réponds-lui, ai-je rétorqué. Il a commencé l'année avec 39 600 €. 12 000 sont allés à l'université de Lucas. Que s'est-il passé, avec les autres retraits? Le regard de David s'est durci.
Tu n'avais aucune autorité pour accéder à ces dossiers. Martine a posé sa fourchette. Moi si. Je suis cogestionnaire, et c'est moi qui les ai demandés. Ma mère l'a regardé, comme si Martine avait rompu un pacte. Tu as agi dans notre dos. Non, a dit Martine. J'ai examiné un compte, dont je suis légalement responsable. J'ai ouvert le deuxième dossier. La première page montre le retrait de 8 500 €. La suivante montre celui de 7 200 €. Ensuite, on voit les virements, vers le compte joint de mes parents. J'ai fait passer des copies, des deux côtés de la table. Les feuilles passaient de main en main, et à chaque page lue, le contrôle de David s'effritait un peu plus. L'argent n'est pas allé à l'école, ai-je précisé. 9 400 € sont allés au concessionnaire, où papa a acheté son SUV. 4 800 sont allés à l'entrepreneur, pour la cuisine. Le reste est allé à Lucas, pour la caution d'un appartement inutile, et pour son matériel personnel. Lucas a reculé sa chaise. Papa avait dit qu'il le rembourserait. Avec mon argent, ai-je souligné. Non, Sophie, a cinglé David. Avec l'argent de la famille. Tout est partagé, dans cette famille. Alors pourquoi le SUV et la rénovation ont-ils été partagés avec toi, tandis que la dette m'a été assignée à moi? Il m'a pointé du doigt. Parce que tu as les moyens. Tu es là, avec ton salaire et ton appartement, et tu agis comme si tu avais tout construit, toute seule. Je l'ai construit, pendant que tu me disais que le fonds d'études ne pouvait pas m'aider. Tante Martine s'est tournée brusquement vers lui. Elle a ricané, tu as dit à Sophie qu'il n'y avait pas d'argent pour elle? David n'a rien répondu. J'ai continué, la voix plus posée, maintenant. J'ai travaillé de nuit. J'ai pris des crédits. Adolescente, j'ai cédé l'argent de mes bourses, parce que tu disais que Lucas en avait plus besoin. Pendant des années, j'ai payé vos assurances et vos impôts fonciers, parce que tu prétendais être en difficulté. Pendant tout ce temps, vous avez traité ma stabilité comme une ressource que vous pouviez allouer, sans même mon consentement. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais ses mots restaient sur la défensive. Nous essayons juste de garder tout le monde à flot. Vous essayez surtout de garder votre train de vie intact. Oncle Paul fixait le reçu du concessionnaire. David, as-tu utilisé l'argent du fonds pour le SUV? David a croisé les bras. Je l'ai emprunté. J'avais l'intention de le rembourser. Quand ça? A demandé Martine. Il a jeté un coup d'œil vers la facture falsifiée. Personne n'a eu besoin qu'il réponde. Le piège s'était totalement refermé. Mais le pire pour eux, ce n'était pas que j'ai refusé de payer. C'était que tout le monde pouvait désormais voir ce que mon paiement était censé cacher. David a tenté de reprendre le contrôle, en se levant. Il a déclaré que les finances privées n'avaient pas leur place à Noël, et nous a accusés, Martine et moi, de transformer un prêt temporaire en une exécution publique. Mais l'autorité dans sa voix ne correspondait plus du tout à l'ambiance de la pièce. Les proches ne me regardaient plus comme la fille ingrate. Ils le regardaient lui, comme l'homme qui avait présenté une fausse facture, pour dissimuler l'argent qu'il avait déjà pris. Nina a cherché une échappatoire émotionnelle. Sophie, même si des erreurs ont été commises, exposer tout cela devant tout le monde, c'est cruel. J'ai croisé son regard. 3 jours après avoir refusé de payer, je t'ai entendu rire, quand papa a dit que vous me coinceriez à Noël, parce que je n'oserais pas dire non, devant tout le monde. C'est vous, qui avez choisi le public. Vous espériez juste que ça jouerait en votre faveur. Son visage a pâli. Lucas fixait son assiette. Martine lui a demandé directement s'il savait que le montant de 20 000 € était faux. Il a d'abord prétendu qu'il ne comprenait rien au fonctionnement du fonds, puis a avoué que David lui avait dit de lister toutes les dépenses possibles et d'arrondir au supérieur. Quand Martine l'a questionné sur la caution de l'appartement, l'histoire de Lucas s'est encore plus effondrée. Il a confessé qu'il voulait déménager hors du campus avec des amis,
et qu'il pensait que Sophie finirait par payer, parce qu'elle le fait toujours. Ces 4 mots m'ont blessé plus que n'importe quelle accusation. Mais ils m'ont aussi libéré. Ma générosité n'avait pas suscité de la gratitude. Elle avait créé une exigence. J'ai retiré le 3e dossier. À compter de cette semaine, j'ai mis fin au paiement des assurances et des impôts fonciers que je faisais pour maman et papa. Je ne paierai pas le solde de Lucas. Je ne remplacerai pas l'argent du fonds, je ne serai garante d'aucun prêt, et je ne financerai plus aucune urgence, créée par des mensonges. Tout contact concernant de l'argent devra se faire par écrit. La colère de David a finalement éclaté. Tu ne peux pas punir ta mère, juste parce que tu es en colère contre moi. Je ne punis aucun de vous deux. J'arrête simplement des paiements, qui ont toujours été volontaires. Nous allons perdre notre couverture santé, a dit Nina. Vous avez des revenus, un SUV neuf, et une cuisine rénovée. Vous allez devoir choisir ce que vous pouvez vous offrir, tout comme j'ai dû le faire. Martine a ensuite annoncé que David était suspendu de la gestion du fonds d'études, avec effet immédiat. Elle allait envoyer les dossiers à l'avocat de la famille, exiger un audit comptable complet, et réclamer le remboursement de chaque retrait non lié aux études. Jusqu'à ce que cela soit réglé, elle n'approuverait que des paiements directs, aux écoles accréditées. Plus un centime ne transiterait par David ou par Lucas. Lucas a demandé si le fonds couvrirait tout de même son solde restant. Martine a répondu, le fonds t'a déjà soutenu. L'argent retiré pour ton appartement et ton matériel sera déduit de ta part. Le reste est sous ta responsabilité. Son visage s'est décomposé. Sans ce financement supplémentaire, il ne pourrait pas garder l'appartement hors campus, l'installation haut de gamme, et l'emploi du temps insouciant, qu'il avait promis à ses amis. Il allait devoir rester en résidence universitaire, rendre ce qu'il pouvait, et trouver un travail, pour payer la différence. Aucune de ces conséquences ne menaçait ses études. Elle menaçait uniquement l'image qu'il avait essayé de s'acheter, avec l'argent des autres. David a dit à Martine qu'elle n'avait aucun droit de l'humilier ainsi. Oncle Paul lui a rappelé qu'il venait tout juste d'essayer de m'humilier pour me forcer à payer une obligation inventée de toutes pièces. Un autre membre de la famille a demandé si David avait déjà utilisé l'argent du fonds auparavant. La question a fait le tour de la table, et sa réputation, la chose qu'il avait protégée avec plus de soin que le comte lui-même, a commencé à se briser. Ma mère a fondu en larmes. Pendant des années, les larmes avaient mis fin aux conversations difficiles dans notre famille, car tout le monde se précipitait pour la consoler, avant même de se demander ce qu'elle avait fait. Cette fois, personne ne l'a attaquée, mais personne n'a changé de sujet pour autant. David m'a suivi dans le couloir, quand j'ai pris mon manteau. « Tu as approuvé ce que tu voulais » a-t-il dit doucement. « Maintenant, donne-moi 30 jours. Paie les 20 000, et je te les rendrai, après avoir vendu quelque chose. » Non. Si l'avocat voit tout ça, Martine va détruire mon nom. C'est toi qui as retiré l'argent. C'est toi qui as créé la facture. C'est toi qui as planifié ce dîner. Ton nom doit simplement faire face à tes choix. Il a baissé la voix encore plus. Je suis ton père. Ça aurait dû me faire me sentir plus en sécurité avec toi, pas plus facile à exploiter. Lucas est apparu derrière lui, et m'a demandé si je me sentais fière. Je lui ai répondu que je me sentais enfin libérée. Je suis partie avant le dessert. Par la fenêtre du salon, j'ai vu la famille, toujours assise autour des documents. Personne ne criait. Ils lisaient. C'était la conséquence à laquelle mes parents ne s'étaient jamais attendus. Ils auraient pu survivre à ma colère, en me qualifiant d'hystérique. Ils auraient pu survivre à mon refus, en me qualifiant d'égoïste. Ce à quoi ils ne pouvaient pas survivre, c'était une pièce remplie de personnes, comparant leur version de l'histoire, avec des preuves tangibles. Je n'ai pas gâché Noël. J'ai simplement mis fin à la mascarade. L'audit formel a pris 6 semaines. Il a confirmé que 15 700 € avaient été retirés du fonds d'études, pour des dépenses non justifiées.
Rire étouffé en incluant les frais et les documents manquants, David a été contraint de rembourser 17 260 €. Il a vendu le SUV, repoussé le reste de la rénovation de la cuisine, et utilisé une partie de ses économies pour renflouer le compte. Martine est devenue l'unique gestionnaire, et tous les paiements futurs ont été versés directement aux écoles. Lucas a rendu la caution de l'appartement et a vendu une partie de son matériel. Il est resté en résidence, a pris un job le week-end à la bibliothèque du campus, et a mis en place un échéancier pour payer les 6 240 € restants. Sa vie ne s'est pas effondrée. Seul son fantasme, selon lequel tout le monde était responsable de l'entretenir, s'est brisé. Mes parents ont, en revanche, perdu quelque chose d'important. Leur accès à moi, sans avoir à rendre de compte. Je ne suis pas allé les voir pendant 3 mois. J'ai arrêté de répondre aux messages qui commençaient par de la culpabilisation, de l'argent, ou des exigences de tourner la page. Nina a envoyé des photos d'années plus heureuses. David a envoyé de petits mots expliquant qu'il avait été sous pression. Aucun de ces messages n'incluait d'excuses, alors aucun n'a reçu de réponse. Les 1150 € que je leur envoyais chaque mois sont restés sur mon compte. J'en ai utilisé une partie pour accélérer le remboursement de mon prêt étudiant, et j'ai placé le reste dans un fonds pour acheter une future maison. Le premier mois m'a paru étrange. Je m'attendais sans cesse à un appel d'urgence qui me ramènerait à mon ancien rôle. Quand il n'est pas venu, j'ai réalisé à quel point ma vie avait été organisée autour de la prévention des conséquences pour d'autres adultes. Lucas a fini par m'écrire une vraie lettre. Il n'a pas blâmé nos parents, ses amis, ou le coût des études. Il a admis qu'il avait traité ma réussite comme un bien familial, et mes limites comme des obstacles. Il s'est excusé, pour avoir aidé à créer la fausse facture, et pour avoir espéré que le public de Noël me réduise au silence. Je lui ai répondu une fois. Je lui ai dit que le pardon était possible, mais que le soutien financier ne l'était plus. La confiance se reconstruirait par des choix constants, pas par de beaux discours. Des mois plus tard, nous nous sommes revus pour prendre un café. La conversation était maladroite, mais honnête. C'était bien plus précieux que la fausse complicité que nous avions prétendu avoir auparavant. David n'a jamais offert la même prise de responsabilité. Il a raconté aux proches que j'avais surréagi, à cause d'un simple prêt, mais les preuves restaient disponibles, et sa version ne contrôlait plus la famille. Il n'a plus jamais été invité à gérer des fonds communs. Nina a cessé de me demander de le sauver. Pour la première fois, ils ont dû résoudre leurs propres problèmes financiers, dans les limites de leurs revenus réels. Les gens imaginent parfois la vengeance, comme un acte dramatique qui fait souffrir instantanément la personne qui vous a blessé. La mienne a été beaucoup plus silencieuse. J'ai refusé la facture. J'ai documenté la vérité. J'ai arrêté de subventionner les gens qui avaient confondu mon amour avec une permission d'abuser. Ensuite, je me suis mise en retrait, et je les ai laissés payer le prix de leurs propres décisions. Les 20 000 € sont restés miens. Et plus important encore, ma voix aussi. Ce Noël m'a appris que la loyauté familiale sans consentement, ce n'est pas de la loyauté. C'est du contrôle. Aider quelqu'un peut être un acte généreux. Mais être forcé de financer la malhonnêteté ne leur apprend qu'une chose, la manipulation fonctionne. Mettre des limites ne détruit pas les relations saines. Cela révèle simplement quelle relation dépendait du fait que vous n'en aviez aucune. Alors, dites-moi. Si votre famille plaçait une fausse obligation devant vous, en appelant cela de l'amour, paieriez-vous pour acheter la paix, ou laisseriez-vous la vérité changer la donne, pour toujours ? Nous espérons que cette histoire vous a apporté un message de réflexion, à retenir. Elle est entièrement fictive, et a été créée uniquement à des fins narratives et éducatives. Nous espérons qu'elle vous rappelle que certaines personnes ne vous donneront jamais les explications que vous méritez, mais que vous pouvez toujours vous accorder à vous-même la conclusion, le respect, et le nouveau départ dont vous avez besoin.